Ma deuxième technique, c'est le cadrage émotionnel. L'idée ici, c'est que une certaine émotion, ou plutôt une certaine information va être comprise dans un contexte. Et ça, c'est le concept de cadrage. Donc, le cadrage, c'est l'idée qu'on comprend l'information par rapport à ce qui vient avant. Le langage est impossible à comprendre sans avoir un contexte. C'est-à-dire qu'un mot particulier peut avoir plein de sens différents selon le contexte dans lequel il est utilisé. Et donc, toute information va être contextualisée par rapport à ce qui vient avant. C'est totalement normal. Il faut comprendre ça dans la mesure où on peut facilement sortir les choses hors contexte et aussi dans le fait qu'on peut facilement recontextualiser une même phrase pour pouvoir lui donner plusieurs sens. Donc, si j'ajoute un deuxième mot à cette idée, qui est le cadrage, du coup, émotionnel. Donc, c'est l'idée de comment est-ce qu'on peut faire ce cadrage, non pas en manipulant les émotions qui sont autour, mais simplement en manipulant l'émotion. Donc ici, l'exemple le plus marquant que je donne dans ma vidéo, c'est l'affaire Webedia. Donc Webedia, c'est le deuxième groupe média de France. Aude What the Fake a trouvé un communiqué qui a une formulation ambiguë qui suggère que Webedia serait le label qui se trouve derrière la chaîne La Mafachée. Donc la scène dont je parle se trouve au moment où Aude What the Fake va appeler le responsable communication de Webedia qui va démentir dans des termes extrêmement clairs et forts le fait que Webedia est lié avec le Lama Fâché et il va expliquer l'origine de la confusion sur le communiqué. Donc, en l'état, je pense que n'importe quelle personne objective dirait, voilà, on a un communiqué qui est effectivement ambigu, mais qui a été par la suite corrigé. On a une journaliste qui appelle la personne pour avoir le cœur net sur ce communiqué de qu'est-ce que ça veut vraiment dire. La personne, sous son propre nom, une personne qui est haut placée dans cette entreprise, qui a les informations, qui a probablement des pénalités quand même à mentir publiquement à un journaliste, vous dit non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un de nos talents, et voilà l'explication. Normalement, ce que vous concluez, c'est voilà, le communiqué de base a été écrit par un stagiaire qui s'est mal exprimé, il y avait une ambiguïté qui a été corrigée, il n'y a aucune autre preuve qui nous dise que Webedia est derrière Lama Fâché, donc on en conclut que ce n'est pas Lama Fâché. Mais même dans mon équipe, c'est pour dire, des gens qui sont quand même un petit peu formés, même dans mon équipe, il y a des gens qui se sont dit, voilà, je comprends pourquoi cette personne attaque Antoine BM, alors que c'est clairement Webedia. Donc il y a des gens de mon équipe qui avaient tiré conclusion de la vidéo que Webedia était effectivement derrière Lama Fâché, et donc que le responsable communication de Webedia qui parle sous son propre nom est en train de mentir directement face à une journaliste en mode tranquille. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression que le responsable communication de Webedia est en train de mentir ? C'est parce qu'au moment où lui parle, Aude, What the Fake, roule des yeux. Elle nous signale par son visage que voilà, il est en train de mentir et moi, j'y crois pas une seconde. Et donc, comme l'extrait passe assez vite, comme vous n'avez pas vraiment de contexte sur la conversation et que tout votre contexte est donné par Aude What the Fake et qu'elle vous dit non seulement que ces gens ne voulaient pas lui parler, que ces gens ont quelque chose à cacher et qu'en plus, elle vous montre par son visage qu'ils sont en train de mentir, vous en concluez qu'il est en train de mentir. Sachant que on pourrait dire c'est injuste de critiquer quelqu'un sur ses expressions de visage qui sont spontanées. Et si c'est ce qu'elle a pensé au moment, c'est ce qu'elle a pensé au moment. Mais quand on sait que c'est des scènes qui sont retournées après, donc toutes les scènes où elle appelle quelqu'un dans son reportage sont retournées a posteriori. Ça veut dire que les émotions sont choisies et c'est un jeu d'acteur de dire je vais complètement décrédibiliser cette personne en roulant des yeux quand elle me parle, a posteriori, sachant que la personne n'a pas de possibilité dans le moment de répondre ou de se défendre, parce que c'est quelque chose qui va être modifié a posteriori. Dans ce cas-là, vous pouvez donner l'impression qu'une personne qui vous dit la vérité dans un contexte totalement logique, une personne qui aurait de grosses pénalités à mentir, est en train de mentir simplement sur le cadrage émotionnel. Donc c'est très efficace. La principale utilisation du cadrage émotionnel, c'est assez proche de celle qu'utilise Aude d'ailleurs, c'est de discréditer un individu très facilement. C'est la manière la plus facile, très efficace, qui marche à tous les coups de discréditer un individu. Cette technique-là a un nom spécial quand on veut discréditer un individu, et ça s'appelle empoisonner le puits. Quand vous empoisonnez le puits, ça veut dire que vous allez donner des informations négatives sur un individu avant de le laisser s'exprimer, de manière à ce que la personne qui vous écoute se dise directement « Ok, cette personne est un pourri, donc je vais discréditer ce qu'elle va dire juste ensuite. » Donc par exemple, si vous êtes un journaliste, vous pouvez écrire « Selon Jean-Michel Dupont, dont l'entreprise a licencié plus de 500 employés en Moselle l'an dernier, blablabla. Le contexte économique est difficile. » Voilà. Comme on vous a dit que le mec avait licencié plus de 500 employés en Moselle, vous dites « Ok, bon, directement, je sais qui c'est. Le mec, c'est un gros capitaliste, il a un gros bedon, il a des espèces de bretelles, il a un cigare, il a les pieds sur le bureau et il a un rire machiavélique et il fume son cigare en licenciant des gens. Directement, je le vois. » Évidemment, l'information qu'on vous donne pour qualifier cette personne,
On pourrait vous donner plein d'informations différentes. On pourrait vous dire, voilà, Jean-Michel Machin de l'entreprise bidon, voilà, XY. On pourrait vous dire Jean-Michel Machin qui travaille depuis plus de 25 ans dans l'industrie et qui a fait ses premiers licenciements seulement l'année dernière, vous dit que le contexte économique est difficile. Donc, en changeant l'information qu'on vous donne pour qualifier Jean-Michel Dupont, on va complètement changer si vous pensez qu'il est crédible, si vous pensez qu'il est moralement défensible. Un autre exemple, qui pour le coup est un vrai exemple, c'est le youtubeur PewDiePie. J'ai fait une vidéo sur PewDiePie et je suis assez intrigué par le personnage. C'est un youtubeur que j'apprécie personnellement, qui est souvent assez maltraité dans la presse. Et la manière dont on va discréditer immédiatement PewDiePie, c'est dire le youtubeur PewDiePie qui a souvent été accusé d'être raciste et antisémite. Voilà, bon, vous avez dit raciste, antisémite, c'est fini. La personne, elle peut être enterrée, quoi qu'il va dire après, il est mort. Le fait que les accusations étaient valables ou pas, bah, vous n'avez pas le temps de le traiter et c'est pas le sujet. Vous dites il a été accusé. Moi, j'ai pas dit qu'il avait été coupable. J'ai rien dit. Je suis défendeur. Je suis pas coupable. C'est très facile. C'est très 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 facile et vous pouvez le dire de manière et personne ne peut vous reprocher d'avoir dit le youtubeur PewDiePie qui a été accusé d'être raciste et antisémite parce que PewDiePie a été accusé d'être raciste et antisémite à tort, d'accord ? Peu importe, il a été accusé. Voilà, vous l'avez dit, on peut pas vous le reprocher, c'est factuellement correct, mais vous avez empoisonné le puits. Et après, quand il va dire ensuite un truc, bah voilà, bah oui, mais c'est un antisémite qui le dit, donc on va quand même pas écouter ce mec. Et il y a un concept dont j'avais parlé dans ma vidéo sur Macron, qui est le concept des étiquettes. Et les étiquettes, c'est quelque chose qui est très efficace. Vous collez une étiquette sur quelqu'un, ça peut être raciste, ça peut être antisémite, mais selon le public visé, ça peut être des choses très différentes. Par exemple, dans les commentaires de ma vidéo sur Who Was the Fake, c'est hallucinant que les gens disaient « Ouais, bon, ok, c'est une journaliste France Télé, on peut rien s'attendre de France Télé, c'est tous des pourris. » Pour ce type de public, dire que quelqu'un est un journaliste chez France Télé est en soi une manière de les décrédibiliser. Donc vous voyez que l'étiquette ici, les gens jugent la personne sur son étiquette, elle est journaliste France TV, donc elle est coupable. L'étiquette BFM va aussi, pour certaines personnes, être en soi une accusation, un élément à charge. Bon, bah, c'est BFM qui le dit, c'est forcément faux. Et l'étiquette qui est utilisée par Aude, et c'est assez subtil, c'est serial entrepreneur. Quand vous entendez serial entrepreneur, pour toute une partie de la population, vous pensez à un mec un peu visqueux, un mec qui sert des grosses paluches, un mec qui trempe un peu dans... Vous savez jamais vraiment trop dans quelle combine, il fait des trucs, il fait des magouilles, quoi. C'est un mec un peu louche. Voilà. Donc, en disant, voilà, bon, le serial entrepreneur machin, donc vous dites, ouais, enfin, un serial entrepreneur, un mec un peu louche, probablement il a fait le lama fâché. Donc, ça, c'était empoisonner le puits, donner une information négative sur une personne pour décrédibiliser ce qu'elle va dire ensuite. Une utilisation totalement différente de cette idée, ça va être pour présenter le prix d'un produit. Si vous arrivez, vous avez un produit et vous dites, voilà, mon produit, ça coûte 100 €. Est-ce que la personne va acheter ? La personne va se dire, voilà, 100 €, c'est un peu cher, enfin, c'est quand même beaucoup d'argent, 100 €. Maintenant, c'est pour ça que vous n'allez jamais donner le prix d'un produit directement en entrée de jeu sur une page de vente. Vous allez généralement commencer à dire, voilà mon produit, voilà tout ce que vous pouvez en tirer, voilà pourquoi c'est génial, voilà comment ça va améliorer votre vie concrètement, voilà comment vous allez pouvoir accomplir tel et tel résultat. Mon produit coûte 100 €. Donc, vous allez commencer par cadrer non seulement tous les bénéfices, tous les gains émotionnels, et ensuite, vous allez donner le prix. Donc, le prix, en contraste avec tous ces gains que la personne va pouvoir avoir, va sembler beaucoup plus raisonnable. À l'inverse, un prix qui est donné de manière isolée a toujours un cadrage émotionnel négatif puisqu'il faut dépenser de l'argent. C'est un coût, c'est une perte d'argent. Vous voulez cadrer les choses de manière à tout ce que la personne peut gagner et lui donner l'impression qu'en contraste, 100 €, c'est un bon prix. Une autre idée, c'est la manière dont vous allez présenter une information sur vous. Par exemple, dans mon cas, il y a une information factuelle qui est en 2011, je suis entré dans une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC, qui est la deuxième école de commerce en France, et je n'ai jamais été au bout du diplôme de master que j'avais commencé. Vous pouvez présenter cette information de manière positive, en disant, voilà, j'ai eu le courage de quitter mes études, beaucoup de gens ne l'ont pas fait, mais j'ai quitté mes études et j'ai travaillé dur pour monter mon business. Ou alors, vous pouvez avoir un angle négatif et dire, voilà, bon, est-ce que vous pouvez vraiment écouter ce mec ? C'est un mec qui est rentré en école, qui n'a pas été jusqu'au bout, qui n'a pas vraiment la ténacité, il n'a pas les compétences, il n'avait pas l'intelligence de faire ce genre d'école, quoi. C'est un peu un rejet, en fait, de cette école. Voilà, vous pouvez ancrer la chose de dire, la personne a décidé de quitter l'école ou la personne a été rejetée par l'école. Dans la pratique, c'est moi qui ai décidé de quitter,
Mais au final, à bout d'un moment, l'école se dit, bah voilà, la personne est partie et n'a pas complété son diplôme, donc on va lui rejeter son diplôme. Les deux sont factuellement vrais et vous pourrez présenter les choses des deux manières, selon si vous voulez être positif ou négatif sur la personne. Et donc ce fait de savoir qu'il a quitté son école avant la fin peut être totalement retourné dans une situation. Une autre idée, c'est la manière dont vous allez présenter un feedback. Quand vous allez présenter un feedback négatif à une personne, par exemple à un employé ou à quelqu'un qui travaille avec vous, un associé, etc., vous pouvez cadrer les choses comme un reproche, ou vous pouvez cadrer les choses sur l'idée que voilà, il y a une amélioration à faire. Donc, si vous voulez cadrer les choses sur une envie d'amélioration de la personne, vous pouvez commencer par introduire l'idée de voilà, la semaine dernière, on a parlé de ça, et j'ai vu que tu l'avais corrigé, et j'ai beaucoup apprécié quand tu as changé ça et ça et ça suite à mes feedbacks. Voilà, là, le nouveau truc que j'ai vu, c'est ça. Et tout d'un coup, la personne part du principe que non seulement vous avez envie qu'elle s'améliore, mais en plus, vous avez la confiance qu'elle va s'améliorer. Donc, il n'y a pas cette émotion négative de reproche, de culpabilité. Il y a simplement se dire, voilà, j'ai aucun doute que tu vas pouvoir le corriger, mais je te le dis pour que tu puisses le savoir. Et ça, c'est un élément important sur le cadrage d'une information, de est-ce que ce que vous donnez, c'est un reproche ou c'est une opportunité pour la personne de s'améliorer. Et ça, en fait, ça s'applique exactement dans votre même cas. Et il y a un concept qui s'appelle la mentalité de progression, qui est un concept, malheureusement, à la science un peu douteuse. C'est-à-dire que la science sur la mentalité de progression, voilà, de toute manière, beaucoup de sciences dans les aspects psychologiques, beaucoup d'études vont être ensuite démenties. Il y a des choses un peu shaky sur la mentalité de progression. Mais je pense que le concept en soi reste vraiment utile. C'est l'idée de dire, est-ce que vous pensez qu'un problème, c'est quelque chose qui est inhérent à vous, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, c'est quelque chose sur lequel vous n'êtes pas bon, ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore appris et que vous pouvez développer ces compétences. Donc, dans votre propre psychologie, vous pouvez cadrer une difficulté, un échec, une chose que vous ne savez pas faire, soit comme un manquement de vous en tant que personne, soit comme une opportunité d'apprendre ou une chose que vous n'avez pas encore appris, ou un choix que vous avez fait. Si vous dites, par exemple, moi, je ne suis pas vraiment bon dans tout ce qui est comptabilité, etc., je préfère le laisser à mon comptable. C'est un choix que j'ai fait. Mais si je voulais vraiment apprendre, je pourrais apprendre. Mais ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse actuellement. Voilà. Dans ce cas-là, vous cadrez un manquement de connaissances d'un point de vue du choix, ou peut-être que c'est encore mieux de le cadrer du niveau de la progression, de dire voilà, je ne sais pas du tout, je ne connais rien au niveau comptabilité, mais je vais choper 2-3 bons bouquins et je vais apprendre. Donc, est-ce que j'utilise le cadrage émotionnel dans ma vidéo ? Oui. De toutes les techniques que je vais mentionner dans la vidéo, dans le podcast, c'est la technique que j'utilise le plus. Donc, dès le titre et la miniature, je cadre le discours sous un certain angle. Et c'est un angle qui est émotionnel. Mon titre, c'est « La justicière de YouTube accuse un innocent ». Et dans l'introduction, je vais vous dire que c'est une journaliste qui est coproduite par France Télé. Ce que je souligne ici, c'est l'importance de l'analyse que je suis en train de faire et aussi la dérive éthique. C'est-à-dire que si je vous dis simplement il y a une personne il y a un YouTuber qui accuse un autre YouTuber d'avoir fait une 3e chaîne YouTube, axé comme ça, vous dites ouais, ok, on s'en fout, c'est du drama YouTube totalement débile, ça m'intéresse pas une seconde. Si je vous dis c'est une justicière qui dénonce les fake news, qui est produite par France Télé et qui accuse quelqu'un qui est innocent et qui en plus manipule les preuves qu'elle a pour donner l'impression que ses soupçons sont beaucoup plus fondés qu'ils ne sont, tout d'un coup, ça change directement votre perception sur la même analyse que je pourrais faire. Je voulais en faire une vidéo qui était considérée comme étant une vidéo importante. C'est pas juste un clash sur la personne, puisque c'est vraiment le sujet de ma chaîne, et pas juste non plus une rectification d'erreur. Le sujet de la vidéo, c'était de dire, voilà, comment est-ce que des gens, même qui ont l'air crédibles, peuvent manipuler l'information de manière à vous faire croire des choses que vous n'auriez pas crues si l'information était présentée de manière plus objective. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.